En disant que je n'assure et je n'assurerai que les praticiens. Et puisqu'on invite souvent les assureurs pour donner des chiffres, je vous donnerai quelques chiffres et quelques faits qui font que nous resterons branchés d'assureurs des chirurgiens et des anesthésistes. Je voudrais dire à nos grands témoins que certains de ces chiffres viennent d'une fondation. Nous avons voulu aussi, en tant qu'assureurs des praticiens, mieux comprendre le patient. Et on a créé pour cela Fondapro, qui étudie mieux la relation des clients de nos clients, c'est-à-dire des patients, de chirurgiens et d'anesthésistes. On a le plaisir d'avoir son président aujourd'hui, avec Antoine Watrelot, et son délégué général avec Philippe Tréguier. Et si vous voulez ensuite au déjeuner, on pourra échanger plus avant. Alors la première chose, puisque Lamine est parmi nous aujourd'hui, c'est que nous on aime les artistes. Et j'ai moi-même subi des pressions assez fortes de grands groupes de cliniques qui m'ont dit on gère beaucoup mieux, on a un effet volume, on a 1200 praticiens, chirurgiens, il faut nous faire une différence sur les prix de cela, parce que on est puissant, on est fort et on est plus long. Et puis j'ai dit, moi je veux bien regarder, mais je regarde dans les chiffres et j'ai absolument pas pu démontrer que les chirurgiens qui exercent dans des très grands groupes, à l'heure où ils se concentrent, je crois que Capio a racheté presque sur Paramzet, que j'avais moins de mise en cause et que je payais moins de sinistres dans ces groupes. Donc je leur ai dit, bah oui, mais non merci. En fait, je vais continuer à assurer des individus, et en plus je n'ai pas le choix, puisque la loi dit que je dois assurer des individus et non pas des personnes morales. Donc ça c'est le premier fait. Oui, nous continuerons à assurer, pour répondre à ta question Philippe, des individus et des chirurgiens, d'abord parce que c'est la loi, et ensuite parce que nous ne voyons pas de raison de passer par les établissements ou par les groupes de cliniques pour vous protéger et pour vous défendre. Une deuxième raison, c'est que, et puisque le président des orthopédistes est là, il est là, dans 93,5% des cas, en orthopédie par exemple, on a à la fois la clinique et le chirurgien orthopédique dans la cause. Donc c'est une bonne raison pour un assureur de ne pas assurer les deux, et c'est une très bonne raison pour les patients, cher grand témoin, puisque ça fait deux financeurs pour pouvoir indemniser un patient. Il vaut mieux avoir deux poches quand on a un gros sinistre en orthopédie que d'en avoir qu'un. Alors évidemment, les gens qui ne sont pas d'accord avec cette théorie disent, mais alors dans ce cas, pourquoi vous assurez aussi l'anesthésiste et le chirurgien? Eh bien tout simplement parce que ça fait que 8,9% des cas. Dans 9% des cas, on a dans l'équipe et l'anesthésiste et le chirurgien. Alors pour répondre à la question, est-ce que demain, l'artisan que nous sommes, pour reprendre les propos de Philippe, seront une ETI? La réponse ici est oui. En tout cas, vous êtes 60% à le dire, presque 60, c'est 57, alors qu'il y en a que 30% qui veulent être salariés. Donc on a bon espoir, on pense que les artisans vont rester artisans, vont se grouper, et que ça va continuer, ça tombe bien, comme on fait que ça, on est intimement lié au sort de ces artisans et ces ETI. Alors ils disent que non seulement ils vont devenir ETI, mais en plus, ils vont non pas simplement faire des actes, mais coordonner un ensemble de soins. Et c'est là que le débat sur le bloc et sur les IBOD est très intéressant, parce que vous devez être responsable de votre équipe et de votre outil de travail. Nous, il nous arrive d'avoir d'excellents chirurgiens dans la mauvaise clinique, et pas avec la bonne équipe. Et c'est très important que la qualification des IBOD, l'outil de travail qu'on vous donne, soit sous votre contrôle, dans la mesure où c'est vous qui êtes responsable, et in fine, c'est nous qui vous défendons et qui indemnisons le patient si quelque chose se passe pas bien. On y a un intérêt. Pourquoi on y a un intérêt? Puisque dès que vous êtes plus de 10 à vous occuper de vos patients, avec d'autres chirurgiens qui peuvent partager votre point de vue avant une indication opératoire, et ben on réduit notre risque de presque 15%. C'est pour ça que tous les assureurs, aujourd'hui, ont tendance à valoriser le recrutement par une baisse de prix. Et c'est pour ça qu'on voit croître énormément le nombre de praticiens qui exercent en groupe. Donc
l'ère du loup solitaire. J'étais venu il y a 2 ans vous présenter des profils de chirurgiens. On avait le loup solitaire, l'éclectique, l'équilibriste. Le loup solitaire a tendance à disparaître. Le gouvernement, clairement, encourage ce regroupement. Et du coup, on va vers, encore une fois, un regroupement des praticiens, ce qui va bien dans l'intérêt de l'assureur. Il y a une autre raison, c'est que lorsque on a posé la question, on a trouvé que les libéraux étaient plus heureux que les salariés. Or, les études sur le plan, on a pu le montrer, un de nos confrères d'ailleurs a fait une étude sur le sujet, on voit bien que lorsque le praticien est moins heureux, il a tendance à avoir plus de mise en cause. Les libéraux, encore une fois, sont plus heureux que les salariés, et ceux qui font un peu des deux sont encore plus heureux. Donc il y a une vraie tendance comme Jacques, partager son temps entre l'hôpital et la clinique, et ça c'est l'éclectique, ça donne un praticien heureux, et un praticien heureux, il a moins de signer, c'est son assureur et aussi heureux. Après, il y a une différence fondamentale quand vous assurez un établissement et quand vous assurez un praticien, c'est que les hospitaliers disent le facteur de risque est dans l'équipe. Vous, c'est votre patient. Et vous voyez le risque dans votre patient, c'est le vôtre, c'est pas celui de la clinique. Et du coup, on assure quelqu'un qui prend soin de son patient et qui est responsabilisé sur son patient. On n'assure pas une entité ou une équipe dans laquelle le risque est dilué. Et ça, c'est très important. Et ça donne des différences de résultats entre assureurs. Là, je prends nos chiffres de fréquence et de défense, c'est-à-dire de sinistres responsables ou non. Donc là, je nous compare à l'assureur des établissements publics, et vous voyez qu'en termes de défense, on score un petit peu mieux, et ça vous connaissez pour ceux qui sont assurés chez nous, la qualité de notre défense, mais également en termes de nombre de mises en cause par praticien. Quand vous prenez l'assureur qui est presque monopolistique sur l'établissement public, vous voyez que sa fréquence elle augmente au cours du temps. Nous, avec vous, et on verra pourquoi tout à l'heure, on a réussi à stabiliser cette fréquence. Et si vous prenez le deuxième assureur qui fait à la fois des libéraux mais aussi des établissements, vous verrez aussi que depuis d'ailleurs qu'il est rentré dans les établissements, puisqu'il assurait notamment Ramsey, il est sorti après un gros sinistre en obstétrique, et qu'il a recommencé à assurer des chirurgiens, on voit que sa fréquence augmente. Donc je ne suis pas sûr qu'une stratégie de diversification pour un assureur en étant des deux côtés, c'est-à-dire côté établissement et côté praticien, soit gagnante. Après, c'est mon opinion, j'ai un lien d'intérêt fort avec les chirurgiens, je l'assume, et peut-être que d'autres de mes confrères auront une stratégie différente. L'autre preuve, et puisqu'on a des médecins des chirurgiens qui sont également avocats, c'est celle de la mise en cause. Bertrand de Rochambeau est avec nous, on a longtemps discuté de ce sujet. Là, vous avez un exemple qui est flagrant. Donc, on a un gynécologue obstétricien où 75% de la perte de chance est imputable à la sage-femme, aux deux sages-femmes qui ont accouché. L'assureur qui assure la clinique, donc les sages-femmes, qui vont, on va transiger, on va essayer d'entraîner avec nous l'obstétricien, et il demande à ce que l'obstétricien soit mis dans la cause dans une deuxième procédure. On en parle avec l'obstétricien qui dit donc moi je pense que là j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ce bébé naisse bien, je ne suis pas d'accord, et en deuxième instance on a gagné, et du coup l'assureur qui voulait transiger pour le compte de la clinique s'est retrouvé totalement responsable puisqu'on a dégagé totalement la responsabilité de l'obstétricien. Ça c'est un premier exemple. Et puisqu'on a un plasticien avec nous, un autre en plastique qui n'est pas encore jugé, là c'est une infection classique, une infection dans les ongles, même histoire, c'est-à-dire que la clinique essaye de dire que le chirurgien n'avait pas les mains propres. L'expert dit non, mais attendez, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça, c'est pas jugé, mais qu'est-ce qui se passe ici? L'assureur de la clinique, il a 50 000 € de franchise, donc il va rester 50 000 € à charge de la clinique. Elle a tout intérêt à essayer de faire porter le chapeau au plasticien pour essayer d'éviter que sa responsabilité soit engagée avec cette franchise. Donc là, vous voyez, encore une fois, un exemple de divergence d'intérêt qui fait que ça, à mon avis, ça marche pas. Alors, le prix de l'indépendance, et
Je ne vais pas demander à Philippe l'autorisation de reprendre son visuel, mais pour nous, en tant qu'assureurs des chirurgiens, c'est la prévention. La façon de rester libre, c'est de maîtriser son risque. On voit qu'on y arrive en fréquence, et c'est d'essayer d'éviter que cette fréquence dérape par les moyens qu'on met à votre disposition. Donc le premier, c'est l'information patient, vous la connaissez, on travaille dessus avec l'Aspro-Scientifique, c'est la formation, on travaille dessus avec Aspro, c'est l'accréditation. Alors on a pu démontrer que l'accréditation diminue de 10% la probabilité de survenance d'un sinistre. Alors on sait que ça peut être une perte de liberté, parce qu'on se fait payer la moitié de sa prime par la Sécu, mais ça marche quand même, donc il ne faut pas hésiter à le faire. On vous en remercie. Je crois que les bons assureurs savent remercier un investissement dans la formation par une baisse de prime. C'est le cas de notre programme Idéal. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, parce que je crois qu'il y a deux interventions sur quoi le digital peut aider à réduire le risque. Nous avons créé, pour que vous puissiez mieux suivre vos patients, un store, c'est-à-dire un portail, dans lequel vous retrouverez des applications qui sont susceptibles de vous éviter certains risques et donc de la mise en cause. Je vous remercie. Je vais réagir un peu, peut-être à côté ou en décalage, mais je me souviens, quand on a travaillé pas mal sur les enjeux de qualité et sécurité des soins, on constatait par un constat d'avis que les assureurs sont des acteurs majeurs pour l'amélioration de la qualité et la sécurité. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, dans les contrats, ils poussent effectivement à la formation, à l'organisation, voilà. Est-ce que vous avez... Donc, du coup, je vais poser la question. Est-ce que vous avez l'impression, les assureurs, est-ce que vous jouez pleinement ce rôle? Est-ce que vous trouvez que les professionnels jouent ce rôle aussi, acceptent au fond de cette pression, participent au fond, acceptent librement cela, et comment ils réagissent de manière générale? Est-ce que vous avez une adhésion forte, une adhésion... La question est là. Alors, vous avez raison de donner l'exemple américain. Je porte à votre connaissance qu'on est réassuré par une des plus grosses sociétés américaines, Berkshire Hathaway, qui est une des 12 compagnies d'assurance de valeur de fait. Donc oui, les Américains vont être vertueux en disant moi je voudrais, comme assuré, des membres du club qui s'intéressent à la prévention. Et c'est ce qu'on fait, puisque nous n'acceptons d'assurer que des gens qui s'engagent dans une démarche via Aspro dans cette prévention. Il y a deux façons d'assurer. On dit on fait rien, et puis si ça dérape, j'augmente les primes. Et on est souvent obligé d'augmenter les primes parce que le risque dérape, ne serait-ce que par l'inflation du coût des soins. Ou non, on investit dans cette prévention, voire on peut éventuellement même pas contraindre, mais inciter fortement, et c'est le cas de ce programme IRM, les gens qui sont vertueux en les remerciant par une baisse de prix. Et je précise que je crois qu'on est le seul assureur à investir 5% du montant des prix dans ces démarches de prévention. Je réponds à votre question. Oui, le niveau d'adhésion des professionnels de santé, parce que des chirurgiens, peut-être plus qui pouvaient répondre, voilà, comment vous ressentez. Voilà. Alors, je crois que 99%, Antoine, de nos assurés sont membres d'Aspro et s'engagent dans la démarche pour répondre à la question. Et 1300 sur les 6000 que nous avons en tant qu'adhérents sont engagés dans la démarche d'initiative consommateur. C'est-à-dire qu'il y a, Thomas, un élément pour nous très important, c'est que nos professions dites à risque sont soumises à accréditation. Nous avons donc depuis 2006 nous sommes rentrés dans cette démarche d'accréditation qui donne droit à une participation de l'assurance maladie au paiement des prix. Donc il est évident qu'il n'y a pas ou très peu, je pense, de chirurgiens, d'obstétriciens et d'anesthésistes qui sont pas dans la démarche d'accréditation.